Donc cours de chimie numéro 3. Donc on va revenir à l'architecture de la matière, c'est-à-dire la structure de la matière, et on va parler de solides cristallins ou de cristaux. Alors, petit rappel sur ce qu'on avait fait précédemment. Donc on va faire une petite introduction. Précédemment, on avait vu en fait comment était structuré un atome, donc avec un noyau et des électrons. Ces atomes en s'assemblant peuvent donner des molécules. Et ces molécules, elles-mêmes, elles s'assemblaient en des structures macroscopiques, qui étaient les gaz et les liquides. On avait étudié les liaisons, et comment en fait comment les propriétés d'une molécule expliquaient notamment les liaisons, la force des liaisons entre les molécules, quand elles se regroupaient sous forme de gaz et de liquide. Là, dans ce chapitre, on va s'intéresser maintenant aux solides. Donc c'est toujours à partir alors soit d'atomes, soit de molécules. Donc qui peuvent s'assembler pour donner des solides. Et donc on va encore être là, on va parler encore de structure microscopique, c'est-à-dire qu'on a à peu près une mole d'entités chimiques qui vont se structurer donc pour donner ici un solide. Ok, alors donc on va traiter des cristaux, mais on va aller progressivement. On va d'abord dans un premier temps en fait rappeler ce que c'est qu'un solide par rapport à une phase solide par rapport à la phase liquide et à la phase gazeuse. Ensuite on va distinguer deux types de solides qui sont amorphes et cristallins, et ensuite on s'attaquera exclusivement et plus particulièrement donc aux solides cristallins ou cristaux. Donc première chose, rappelons les distinctions, les différences fondamentales entre solide, liquide et gaz. Donc on va faire ça sous la forme d'un petit tableau, c'est le plus simple. Donc à 3 colonnes, gaz, liquide, solide, et on va redonner la masse volumique pour commencer. La masse volumique d'un gaz, d'un liquide, d'un solide en ordre de grandeur, c'est quelque chose que vous devez connaître, donc vous pouvez essayer de le faire seul. Donc la masse volumique, je vais noter ρ. Et donc ρ, donc pour un gaz, voilà, on va donner en grammes ou en kilogrammes par litre, on va prendre 1 litre. Donc ça vaut à peu près 1 gramme par litre, l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un gaz. Un liquide, c'est beaucoup plus dense, 1 kg par litre, et un solide, on aura à peu près le même ordre de grandeur en termes de densité. Donc déjà, on a une grosse différence entre le gaz et liquide solide, c'est-à-dire entre la phase gazeuse et ce qu'on appelle les phases condensées, en termes de masse volumique. Ensuite, on peut parler du volume, ou de la forme. C'est une autre différence importante. Le gaz, en fait, il va occuper tout l'espace. Donc il n'a pas de volume propre. Il va occuper tout l'espace offert. Tandis que un liquide ou un gaz, c'est un volume propre. Voilà, donc ça c'est encore quelque chose en commun entre liquide et gaz. Et puis une dernière chose, on va parler de la forme. Évidemment, un gaz, ça n'a pas de forme propre. Un liquide non plus, pas de forme propre. En fait, ça va s'adapter à la forme du récipient. Par contre, un solide, ça a une forme propre. Voilà, mais c'est pas cette différence qui va tant nous intéresser. On va voir ça dans l'autre diapo. Nous, ce qu'on va regarder, ce qui nous intéressait en fait ici, en distinction fondamentale, notamment entre un liquide et un solide, c'est la notion d'ordre dans la structure de la matière. Alors, l'ordre, si je reprends le tableau précédent, dans un gaz et dans un liquide, et dans un solide. Alors, on reviendra sur cette notion, on va dire quelque chose de très général sur l'ordre. Eh bien, un gaz, alors ça, un gaz, vous savez sûrement que c'est une phase qui n'est pas du tout ordonnée. Donc c'est désordonné, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'agitation perpétuelle. En fait, les forces d'interaction ne sont pas suffisamment intenses pour structurer la matière, l'ordonner.
Donc le gaz il est désordonné. Le liquide, il y a un ordre, mais à courte distance. Donc il y a quand même des interactions qui se font sentir et qui structurent la matière qui l'ordonne, mais à courte distance. Et la caractéristique principale du solide, et je vais le mettre en rouge, enfin le solide en tout cas cristallin, ça va être l'ordre à longue distance. Alors quand je dis ordre à longue distance, ça va être dans le cas d'un solide cristallin, d'un cristal. D'accord? On va y revenir à ça. Très bien. Alors, je viens de dire que essentiellement, donc le solide, la propriété qui nous intéresse énormément, c'est cet ordre à longue distance. Comment s'ordonnent les différents atomes ou molécules qui constituent le solide. On va quand même faire une petite distinction très rapide entre solide amorphe et cristal. Et on va prendre l'exemple de la silice. Alors vous avez peut-être vu dans vos cours de SVT que suivant, si on part d'un liquide et suivant la manière dont il est refroidi, on n'obtient pas le même solide à la fin. Et donc on va prendre l'exemple de la silice. Donc la silice, c'est Si, la formule statistique c'est SiO2, c'est un mélange donc de silicium et d'oxygène. Et alors, la silice, on a différents types en fait de silice. On a de la silice. Donc voilà la silice, à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à du sable finalement. Et alors cette silice elle peut être sous forme d'un verre. Et à ce moment-là en fait on a un solide amorphe. Ou sous forme d'un cristal qu'on va appeler quartz. Et donc ça c'est un cristal. Voilà. Et c'est pas agencé de la même manière. Alors en fait le verre, le solide amorphe, il n'a pas d'ordre à grande distance. C'est un ordre à courte distance. Il faut voir un solide amorphe comme en fait une sorte de liquide figé. Et donc nous ce qui nous a intéressé c'est le cristaux, donc par exemple comme le quartz. Alors je peux vous montrer ça et anticiper un petit peu légèrement sur la suite. La différence entre cristal et solide et silice amorphe. Donc si je prends la silice cristalline et je regarde comment s'assemblent les atomes, voilà comment s'assemblent les atomes. Donc en gris il y a le silicium et en rouge il y a l'oxygène. Et donc vous voyez apparaître, et on va définir comme ça ensuite un solide cristallin, vous voyez apparaître une structure périodique. D'accord ? Donc c'est ça la notion d'ordre. Alors que pour la silice qui est sous forme de verre, la silice amorphe, eh bien on va pas avoir cet ordre. On va pas avoir cet ordre à grande distance. On va avoir un ordre, une sorte d'ordre ou de pseudo-ordre à courte distance. On voit que ça n'est pas structuré n'importe comment comme un gaz, mais on n'a pas cette périodicité très rigoureuse qu'on retrouve dans un cristal. Donc voilà pour la distinction entre solide amorphe et cristal. Et nous, donc, on va s'intéresser maintenant exclusivement aux cristaux. Alors, donc le solide cristallin. Alors, comment on sait d'où vient cette idée qu'il y a un ordre à longue distance dans un solide cristallin, dans un cristal, et comment on sait, comment on a vu, comment on a déterminé cette périodicité dans l'agencement de la matière. Alors, on l'a fait. Alors, je ne vais pas faire un historique. Il y avait quelques pistes historiques. En fait, on a fait d'abord historiquement par diffraction. Donc, je vais montrer une image de diffraction. Alors, par diffraction, je peux peut-être faire un petit schéma. Donc, c'est simple. On envoie alors de la lumière, mais ça peut être aussi des neutrons. Maintenant, vous savez, connaissez la dualité onde-corpuscule. Donc, on envoie, disons, un rayonnement, d'un point de vue général, sur un échantillon solide, donc un cristal. Et en fait, on observe de la diffraction. Alors, on prend pas n'importe quelle longueur d'onde. Si on a de la lumière, c'est des rayons X. Et on observe sur un écran l'effet de la diffraction par le cristal.
Et donc ce qu'on observe, c'est ce genre de figure. Voilà. On observe quelque chose comme ça. Et donc en fait, là, vous voyez apparaître une périodicité dans la figure de diffraction. Et cette périodicité de la figure de diffraction, on peut l'expliquer que par une périodicité, la même périodicité dans l'élément diffractant, c'est-à-dire le cristal. D'accord, hein, vous voyez que les zones d'interférence constructive, donc qui sont très localisées, c'est quasiment des points, sont présentes en fait, sont périodiques. Donc la périodicité de la figure de diffraction implique la périodicité. Alors il y a un principe qui s'appelle principe de Curie là-dessous que vous pouvez aller voir si vous voulez. Périodicité du cristal, de l'élément diffractant, donc du cristal. Donc ça c'était plutôt, disons, une preuve plutôt indirecte, ça c'était au début du XXe siècle, et puis plutôt vers la fin du XXe siècle, on a entrepris de fabriquer des instruments qu'on appelle le champ proche, donc qui permettent de regarder à l'échelle de l'atome, en fait, un échantillon, d'examiner à l'échelle de l'atome un échantillon, et notamment il y a ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel, donc en anglais c'est STM. Et donc une image par exemple, alors je vais prendre l'exemple du graphène. Alors on reparlera du graphène, c'est fait de carbone, exclusivement de carbone, c'est comme disons un feuillet de carbone. Et donc si on le regarde avec ce microscope à effet tunnel, et ben voilà ce qu'on observe. On observe ces structures et vous voyez la périodicité. Et ici sont représentées en fait la localisation des atomes. Donc en fait on mesure une propriété électrique, mais qu'on peut relier à la présence d'atomes ou non. Et donc vous voyez apparaître un réseau périodique. Et on va reparler de réseau périodique, d'accord? Mais vous voyez apparaître ici la périodicité du réseau cristallin, et on reparlera du réseau cristallin. Donc voilà. C'est ça qui nous fait dire donc qu'on a des atomes qui sont, ou des molécules, mais plutôt généralement des atomes, qui sont répartis, arrangés de manière très périodique. Tout à fait périodique. Alors, ça nous donne quoi? Si on veut se faire une image, et on va raisonner beaucoup là-dessus ensuite. Donc si je veux maintenant me représenter ce que c'est qu'un cristal, eh bien un cristal, ça va ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà ce que c'est que la représentation d'un cristal. C'est donc un arrangement, je vais donner la définition. Donc ça c'est un cristal. Il faut voir que ça continue à l'infini, hein, évidemment, c'est tronqué. Donc là vous avez un cristal qui est constitué de différents atomes. Ok. Il y a des trucs que j'aime pas trop dans cette figure, mais ça fera l'affaire pour que vous ayez l'idée de cette périodicité d'un cristal. Donc c'est périodique. Le maître mot, hein, ça va être périodique. Ok. Et donc on va donner la définition. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Un cristal, eh ben, ça va être un arrangement spatial périodique d'atomes ou de groupes d'atomes. Voilà, c'est pas la définition officielle aujourd'hui, mais c'est celle qui me satisfera le mieux pour cette année. Donc voilà ce que c'est qu'un cristal. Donc ayez cette définition en tête et en fait ayez cette image en tête d'une périodicité hein, qui est tridimensionnelle. Hein. Nous on va regarder, alors parfois exceptionnellement on regardera des cristaux à 2 dimensions comme le graphène, mais généralement ils sont à 3D et donc cette périodicité elle existe dans les 3 dimensions de l'espace. Voilà. Alors,
nous, on va prendre... Alors ça, c'est une belle image, une très jolie image, une image un peu idéale. Et justement, ce qu'on est en train de développer, finalement, sans vraiment le dire, c'est un modèle de cristal. Alors cristal, je vais le noter comme ça maintenant. Ça veut dire cristal. Modèle du cristal parfait. Puisque en fait dans un cristal réel, je vais dire d'abord ce que c'est qu'un cristal réel, il peut y avoir éventuellement un atome qui est pas là, qui manque. Donc si je le repasse en blanc par exemple, peut-être qu'ici là en fait il est pas là, cet atome. Il y a ce qu'on appelle une lacune, un trou, vous voyez. Donc ça fait un défaut. Il peut y avoir un atome éventuellement qui est pas ici mais qui est à côté, qui est là. D'accord. Donc ça c'est un autre type de défaut. Et puis il y a un autre défaut alors qui paraît peut-être moins évident pour vous, c'est que un cristal c'est fini, hein, ça a une taille finie. Donc par exemple si je vais prendre du silicium, donc un cristal de silicium, donc on sait faire des très très gros monocristaux de silicium. Donc ça c'est un seul cristal. Et ben il y a des bords, donc il est fini. D'accord. Il est fini. Et donc ça c'est un autre défaut. Et donc ces trois défauts, là je vais définir par ces trois défauts, en fait je viens de définir en négatif, en creux, ce que c'est que le cristal parfait. Alors le cristal parfait, c'est un cristal qui est infini, donc une extension spatiale infinie, ce qui évidemment est faux. Donc il n'y a pas d'effet de bord. Les histoires des effets de bord, c'est quelque chose que vous allez revoir assez régulièrement. Mais bon, c'est quelque chose qui peut poser problème, ce qui se passe au niveau des bords. Donc là, on les néglige. Donc pas d'effet de bord. Donc extension spatiale infinie. Et donc pas de lacune, pas de dislocation. Tous les atomes sont présents, ils sont tous à leur place. Donc en fait, je vais gommer là. Hein. En fait, hop, j'enlève tout ça. Et donc il est parfaitement périodique. Donc le parfait, c'est pour parfaitement, notamment parfaitement périodique. Donc nous on va se placer, sauf mention contraire, dans le cadre du modèle du cristal parfait, évidemment qui sera par bien des égards insatisfaisant, mais à notre niveau ça sera très bien. Alors, on a posé à peu près toutes les choses en place. Avant de poser les instruments d'étude, comment on va étudier un cristal, je vais quand même dire quel type de cristaux on va étudier. Okay. Alors, là, je vais distinguer les types de cristaux par la nature des liaisons. D'accord? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Si je reviens tout à l'introduction, on avait en fait, quand on avait les liquides et les gaz, en fait, on avait des interactions qu'on avait appelées de Van der Waals, éventuellement de liaisons hydrogènes. Mais en fait, c'était des liaisons faibles, donc qui structuraient la matière. Là, pour les solides, on va avoir des liaisons qui sont plutôt fortes en général. Et il y a 4 natures, on va avoir des liaisons de 4 natures différentes qui vont donner le nom d'ailleurs au type de cristal. Donc on va avoir les cristaux dits, alors pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs, mais les cristaux covalents, où là on va avoir une liaison justement qui est covalente. Donc c'est les mêmes liaisons qu'il y a dans les molécules. Un exemple, justement le silicium. Voilà. Ok, donc les cristaux covalents. Ensuite, les cristaux ioniques. Alors les cristaux ioniques, on va avoir une liaison qui s'appelle ionique et qui est aussi assez simple à comprendre, mais on la redéfinira quand on verra les cristaux ioniques. Les cristaux ioniques, c'est les liaisons en fait qui résultent de l'interaction électrostatique entre cations et anions. Donc par exemple, vous avez NaCl, le sel. Donc je peux vous mettre une petite photo, mais vous connaissez ça mieux que, enfin vous connaissez bien ça. Donc vous voyez hein, le cristaux de sel là, on voit clairement, on reconnaît la forme des cristaux visuellement. Alors qu'est-ce que c'est en fait NaCl? C'est Na+ et Cl- qui constituent. Et donc c'est l'interaction entre anion-cation, cation-cation, anion-anion. Donc liaison ionique. Ça c'est les cristaux ioniques.
Ensuite, un peu plus compliqué en termes de liaison en tout cas, les cristaux métalliques. Donc on peut citer par exemple le fer ou le cuivre. Nous on verra l'exemple du fer. Donc, je vais citer, mais là je peux citer le cuivre. Donc par exemple le cuivre. Là la liaison c'est une mer d'électrons. Vous savez qu'il y a des électrons libres, hein. C'est comme une boîte à électrons avec des électrons libres. Et en fait les différents cations du réseau ils sont liés par cette liaison délocalisée, ces électrons qui peuvent aller un peu partout, cette mer d'électrons. Donc ça c'est la liaison métallique. Et puis ensuite on a les cristaux moléculaires. Où là en fait on va avoir des liaisons faibles, comme par exemple dans les gaz. Donc les fameuses liaisons de Van der Waals ou des liaisons hydrogène. Et justement en parlant de liaison hydrogène, un exemple c'est la glace. Et quand je dis la glace, je parle de l'eau solide. Alors en fait il y a plein de types de glace. Mais donc si je prends une variété de glace, on a ce type de liaison là. Qui explique la cohésion en fait des cristaux. Hein, ces liaisons vont expliquer la cohésion des cristaux, mais aussi plus certaines propriétés. Donc l'idée maintenant, là, bon j'ai fini cette partie-là. L'idée, ça va être d'étudier la structure, déterminer la structure, étudier la structure des différents cristaux pour remonter à certaines propriétés. Par exemple, typiquement la masse volumique, assez simplement, mais après on a des propriétés, pourquoi est-ce que les matériaux sont ductibles, malléables, cassants, conductivité électrique, conductivité thermique, même s'il y a des électrons qui rentrent aussi en jeu, etc. Donc ça explique beaucoup de choses, supraconductivité, etc. Donc on n'ira pas jusque là, mais on va apprendre à les décrire, voilà, c'est un intérêt d'apprendre à les décrire. Ok, donc je m'arrête sur cette partie, j'ai déjà été assez long. Donc très rapidement, on va étudier les cellulloïdes cristallins dans cette partie, ou cristaux. Donc évidemment, comme tout solide, ils sont caractérisés par une grande densité, de l'ordre masse volumique de l'ordre de 1 kg. Et surtout, contrairement aux solides amorphes par exemple, un ordre à longue distance. C'est-à-dire qu'un cristal, c'est un arrangement spatial périodique d'atomes ou de groupes d'atomes. Voilà.